Dans quelques heures, s'il faut le dire comme ça, le Congo va célébrer son 66e anniversaire de l'indépendance, donc le 15 août 2026. Or, lorsqu'on essaie d'observer sur place la situation sociale au Congo-Brazzaville, tout le monde est informé, tout le monde sait ce qui se passe déjà là, pendant que nous réalisons cette émission. Tous les hôpitaux sont fermés. Ils sont en grève, les enseignants vont boiter le pas avec tout ce que l'on sait. En fait, les services sociaux de base n'existent quasiment pas. Vous avez un problème d'accès à l'eau potable, l'électricité. Ben, les retraités qui n'ont pas leur pension, les étudiants non plus n'ont pas leur bourse. Quelle analyse vous inspire cette célébration? D'abord, la désolation. C'est une désolation, mais qui rappelle ce que j'ai dit plus d'une fois sur votre plateau. Il n'y a plus d'État au Congo. Il ne reste que des apparences d'État. Et les gens n'acceptent pas cette triste réalité que nous vivons depuis plus d'une décennie maintenant avec une façade institutionnelle. Souvenez-vous de la période où l'hôpital central de Brazzaville a fermé pendant plus d'un an. Le CHU fermé pendant plus d'un an. Comment vous pouvez penser qu'il y a encore un État? Qu'il y a eu omission de se prononcer sur la liberté ou la détention de M. Makita. Donc, il est devant le juge dans une affaire pénale. Il vient d'une maison d'arrêt. À la fin de l'audience, que le procès ait eu lieu ou pas, à la fin de l'audience, le juge doit dire si ce citoyen rentre chez lui ou retourne à la maison d'arrêt. Or, ici, le tribunal n'a rien dit. Et le tribunal n'ayant rien dit, on ne sait pas qu'est-ce que les agents de police ont compris dans le silence du tribunal. Ils ont ramené M. Makita à la maison d'arrêt. Alors que la maison d'arrêt, ce n'est pas l'église. On y entre sur titre, on en sort sur titre. Il n'avait aucun titre pour ramener M. Makita à la maison d'arrêt. Et donc, ici, la question qui est blessante pour la conscience, c'est qu'il y a un citoyen dans une maison d'arrêt sans aucun titre. Rien ne justifie sa présence à la maison d'arrêt aujourd'hui. Si un tribunal dit j'attends que l'inspection puisse se prononcer et le procureur vous dit qu'il est dans les habitudes de l'inspection de ne pas se prononcer par écrit, ça veut dire que si pendant 10 ans l'inspection ne dit rien, M. Makita va rester en détention et le procès n'aura jamais lieu. Ça, c'est le premier élément. Et c'est un élément malencontreux. Le deuxième, Oui, mais en attendant, la, pardon, en attendant la fin de ces inspections-là, est-ce que on ne pouvait pas, évidemment, libérer Jonas Fred Makita, d'autant plus qu'on connaît bien son adresse, il est marié, il a des enfants, il a un emploi, c'est un fonctionnaire de l'État. mais c'est ça la deuxième partie de mon raisonnement. Il n'y avait pas question préjudicielle parce que le tribunal, en se prononçant ainsi, inverse l'ordre des valeurs dans le système judiciaire. D'ordinaire, c'est le pénal qui tient le civil en l'état. Et lorsqu'on dit le civil, ça englobe l'administratif, le commercial et tout le reste. C'est le pénal qui les tient en l'état. Donc la justice pénale n'attend pas, mais elle peut faire attendre toutes les autres justices. Or, ici, il n'y a pas une autre juridiction qui est saisie. Mais même s'il y avait une autre juridiction qui était saisie, le tribunal pénal allait quand même se prononcer parce que les pouvoirs d'investigation du juge pénal surpassent les pouvoirs de tous les autres juges et de tous les organismes de la société. Nous avons aussi le cas de Maître Bob Kaben Masuka, avocat au barreau de Brazzaville, incarcéré, vous le savez, voici plus d'un an. C'était le 9 juillet 2025 par la centrale d'intelligence et de la documentation et poursuivi pour tentative d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et association de malfaiteurs.
le 22 juillet 2025 par le procureur de la République André Oko-Ngakala. Son cas avait été présenté, ça tout le monde le sait, comme un cas de flagrant délit. C'est quoi d'abord le flagrant délit et dans le cas par exemple de Bob Kaben Masuka et pourquoi lors de la récente session criminelle son cas n'a pas été enrôlé? Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver sur R7. Je reçois Maître Poitiers Amar, avocat au barreau de Paris et du Québec. Avec lui, nous allons aborder quelques aspects que nous avons relevés des récentes déclarations de Pierre Mabiala et de Jean Olesongo Ondaye, respectivement, ministre de la fonction publique et ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Une analyse approfondie sur les cas de maître Bob Kabend Masuka et de Fred Makita s'inviteront également à cet échange. Bonjour, maître Poitiers-Amar. Bonjour, Monsieur Perrin. Un plaisir de vous avoir encore sur notre plateau. Alors, j'aimerais que l'on commence par le cas Jonas Fred Makita, poursuivi par deux magistrats qui, jusqu'à présent, ne sont pas en mesure de présenter, évidemment, de fournir des preuves pour étayer leurs accusations. Voici 7 mois, c'est un rappel, que Jonas Fred Makita est détenu à la maison d'arrêt malgré le fait que les deux juridictions, notamment de Dolisie et de Ouesso, se soient donc déclarées incompétents. C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Y a-t-il vraiment une raison qui peut expliquer qu'on continue à détenir Fred Makita en prison? Bon, c'est un dossier judiciaire qui mérite d'être analysé dans ses tenants et ses aboutissants. Et les informations que vous donnez, je suis dans l'obligation d'apporter quelques correctifs selon les documents que j'ai eus en ma possession sur ce dossier, particulièrement en ce qui concerne l'incompétence. Le tribunal de Dolisie ne s'est pas déclaré incompétent. C'est plutôt la Cour suprême qui a décidé de dépayser l'affaire parce que M. Makita est poursuivi par les magistrats locaux, notamment une juge d'instruction et le président de la Cour d'appel au nom de la Cour d'appel. Et donc, dans ces circonstances, devant être jugé devant les personnes qui le poursuivaient, c'est lui-même, M. Makita, qui a saisi la Cour suprême en s'appuyant sur une suspicion légitime, ce qui est prévu dans la loi. Donc, il a demandé à travers ses avocats qu'au nom de cette suspicion légitime et en vue d'obtenir un procès impartial et équitable, que l'affaire soit délocalisée de Dolisie. Et là-dessus, il faudrait dire que c'est une bonne nouvelle parce que la Cour suprême a entendu cette raison-là et a donc ordonné que l'affaire soit transférée à Ouesso pour garantir l'impartialité du procès. Maintenant, l'affaire en elle-même, parce que c'est ça qui est le plus important, c'est que ce sont les éléments qu'elle met face à face, les valeurs de la société qu'elle met face à face. D'une part, nous avons la liberté d'expression des citoyens qui est protégée par la Constitution, et d'autre part, nous avons l'honneur des magistrats et la sérénité nécessaire dans l'exercice de leurs fonctions. Et donc, cette affaire met ces choses-là face à face. Bien sûr qu'il y a d'autres sujets et peut-être qu'il faudrait que j'évoque ce sujet fondamental d'abord avant de revenir à ces aspects qui s'affrontent. Je vous en prie, oui. Le sujet fondamental ici, c'est quoi? C'est un citoyen en quête de justice. Donc, Monsieur Makita, qui d'abord, il faudrait mentionner qu'il s'est prononcé en faveur de l'opération Zéro Kuluna, donc soutenant la DGSP dans ses opérations. Et dans ce cadre-là, il a dénoncé des personnes qui se trouveraient dans une localité qui, selon lui,
seraient des bandits et mériteraient la visite de la DGSP. C'est ça le problème de base. Alors, des personnes de cette localité, et ça c'est selon ses dires publics, les personnes indexées par lui dans ses multiples vidéos vont organiser une sorte d'attaque contre sa personne et à l'occasion des altercations, sa grand-mère trouve la mort. Et lui va porter plainte contre ces personnes et, semble-t-il, va se constituer partie civile. C'est là le début de toute l'affaire. Il se trouvera, toujours selon ses dires, que l'instruction de l'affaire va déboucher sur un non-lieu. Donc, en tant que demandeur de justice, usager des services publics de justice, il est insatisfait à l'endroit des magistrats ayant instruit l'affaire. Il saisit donc pour cela l'inspection générale des juridictions et des services judiciaires, qui est un organisme qui doit s'assurer et garantir à l'endroit des citoyens que les juridictions et les services judiciaires fonctionnent correctement. Donc, il saisit cet organisme à l'encontre de l'un des magistrats ayant instruit l'affaire. Et dans ces circonstances, en attendant que l'inspection puisse arriver au bout de l'investigation menée, lui semble insatisfait et continue à faire des déclarations publiques sur l'affaire en question et semblera mettre en cause l'honneur et l'impartialité du magistrat instructeur. Et dans ces circonstances-là, le procureur de la place de Dolisie, qui reçoit les plaintes à la fois du magistrat concerné et du président de la cour d'appel parce qu'il aura mis en cause de façon générale la justice, les magistrats de Dolisie. Alors, le président de la cour d'appel va donc déposer une plainte et c'est à l'appui de cette plainte que vont se passer des choses qui vont, à partir de ce moment-là, attirer l'attention. Ça veut dire que un mandat d'amener est émis à l'encontre de sa personne, on se saisit de sa personne à Pointe-Noire, il est ramené à Dolisie où les plaintes avaient été déposées pour que la procédure suive son cours, et lui, de son côté, considérant que ces juges font partie des personnes qui pourraient se sentir visées par les propos qu'il avait tenus, va saisir la Cour suprême pour lui demander de dépayser l'affaire. Donc ça, c'est la restitution que je peux faire des éléments que j'ai reçus de cette affaire, des jugements, des actes que j'ai lus dans ce dossier. C'est ça qui ressort. Et donc, la Cour suprême a ordonné le transfèrement de l'affaire à Dolisie. Mais je disais qu'il fallait insister sur un élément fondamental, c'est qu'il y a une vieille dame qui est décédée. Dans cette histoire, il y a une personne qui a perdu la vie. Et ici, il y a une personne qui est privée de liberté. Donc, c'est un dossier dans lequel nous avons ces deux éléments. Il y en a un qui semble apparaître, être en relief, donc la privation de liberté, mais la dame qui a perdu la vie, parce que je vous disais au début que M. Makita se bat pour sa grand-mère, qui a perdu la vie et pour laquelle il y a eu un non-lieu. Et lui considère qu'il ne pouvait pas y avoir non-lieu dans l'affaire puisque les personnes concernées sont identifiées ou ont été identifiées et lui les a identifiées en portant plainte et en se constituant partie civile. Donc il attendait, puisqu'il y a mort d'homme, qu'on ne pouvait pas, il s'attendait à ce qu'il y ait un procès plutôt qu'un non-lieu. Donc c'est la question que l'inspection des services est en train de régler en ce moment. L'inspection doit dire si l'instruction a été bien menée ou pas. Mais pendant que l'inspection est en train de travailler, les plaintes sont déposées contre M. Makita. À ce moment,
surgit un problème qui, à mon sens, mérite toute l'attention. Oui, mais C'est que pardon, maître, l'inspection... pendant que vous allez continuer, parce qu'il y a un autre détail aussi qui ne doit pas échapper, c'est que lorsque Madame Karine Badiabio dépose sa plainte, en réalité, lorsqu'on remonte le temps, Jonas Fred Makita est enlevé, il faut le dire comme ça, arrêté avant même que la plainte de Karine Badiabio ne soit déposée. Donc 3 jours, je crois, avant que la plainte ne soit déposée. C'est un petit détail qu'on peut aussi chercher à comprendre. Est-ce que c'est possible de faire arrêter quelqu'un avant que la plainte ne soit déposée? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous avez évoqué, évidemment, Jonas Fred Makita se bat pour la justice, pour que justice soit faite sur la mort de sa grand-mère. Le cas, il est connu de tout le monde, il est avéré, il a porté plainte et curieusement, les supposés, en fait, les prétendus bandits, s'il faut les appeler comme ça, sont libérés sans procès, alors que celui qui a porté plainte était prêt à défendre, évidemment, au cours d'un procès pour démontrer qu'évidemment, c'est ceux-là qui ont donné la mort à sa grand-mère. Curieusement, ces délinquants supposés sont libérés. Est-ce qu'on peut revenir à ce niveau-là? Comment expliquer qu'on puisse arrêter quelqu'un avant le dépôt de la plainte, c'est-à-dire de la magistrate? En plus, peut-on libérer des prévenus dans un cas où il y a eu mort d'homme et avéré sans que le procès n'ait eu lieu? Avant de répondre à ces questions, j'aimerais quand même que nous puissions nous en tenir à la règle. C'est vrai que vous avez la liberté en tant que journaliste d'être précis dans les faits, notamment de donner des noms, mais nous parlons ici quand même d'un cas qui concerne des magistrats et comme je vous disais, c'est une affaire qui met face à face la liberté d'expression, les droits et libertés des individus avec l'honneur et la sérénité nécessaires à l'exercice des fonctions des magistrats. Et donc, si on peut ne pas les nommer, ce serait mieux parce que c'est une affaire dans laquelle la justice n'est pas encore passée. Donc, ce sont des faits On va s'y qui mettre, sont d'accord. voilà, Merci. ce sont des faits qui sont encore devant la justice et dans ma qualité, j'aimerais préserver cet honneur des magistrats parce que nous sommes dans un pays où les choses vont très très mal et particulièrement pour l'institution judiciaire. Et évidemment qu'il y a des problèmes au sein de cette institution. Le président de la République a été lui-même le premier à le reconnaître. Il avait dit en son temps, vous en souvenez, qu'il y avait de la corruption dans les milieux des magistrats et en particulier, il avait utilisé une expression pour condenser cette idée. Il avait dit le ver est dans le fruit. Vous vous souvenez de cette phrase? Et dans la même période, il avait indexé, et dans le même discours, il avait indexé la place de Pointe-Noire à l'époque et dans les temps qui avaient suivi, tous les chefs de juridiction de Pointe-Noire avaient été relevés et mutés, curieusement. J'insiste là-dessus parce que le président de la République dit le ver est dans le fruit. Face au dérapage observé à Pointe-Noire, je prends l'exemple de Pointe-Noire, la même chose se produit ici à mon avis. Mais nous avons voulu, à l'époque, marquer de coup à Pointe-Noire. Nous avons relevé de leurs fonctions tous les magistrats du ciel, du parquet. Et on en avait affecté d'autres à Pointe-Noire. Et quelques mois seulement après, les nouveaux magistrats ont commencé à faire exactement comme ceux qui venaient d'être relevés, même pire. Alors, la conclusion que nous tirons maintenant, au moment où nous prenons d'autres décisions, c'est qu'il y a le ver dans le fruit.
il y a effectivement le verre dans le fruit. Mais lorsqu'il retire ce qu'il considère lui comme le verre dans le fruit, il les redistribue à travers la République. Donc les magistrats relevés ont été renommés ailleurs. Ça veut dire que la contamination se poursuivrait alors que logiquement, dans une telle circonstance, on s'attendrait à ce qu'il y ait des examens de dossiers dans des procédures recommandées. Bien sûr que je ne suis pas un fanatique du bris des carrières de personnes, mais la logique aurait voulu que si on indexe une place, on dit que c'est une place qui est atteinte de pourriture et qu'on voudrait guérir ou protéger le fruit, on ne prend pas la partie de pourriture pour la redistribuer à travers le pays. Mais bon, ça c'était pour dire qu'il y a des problèmes dans l'institution. Et le fils du président de la République, ministre de la Coopération, est souvent revenu sur ces problèmes de la justice. Lui, il parle du climat des affaires. Mais quand il parle du climat des affaires, il précise la situation de la pratique du droit dans le pays. Alors, dans ce contexte général difficile, on a des magistrats, certains qui font des efforts de rester corrects, d'appliquer la loi à la règle, et ces personnes, il faudrait s'assurer qu'elles arrivent à exercer dans la sérénité et que leur honneur soit sauf. Mais ceci dit, les droits et libertés sont protégés par la Constitution. Ça veut dire qu'on ne peut attenter à ce régime juridique que dans des circonstances exceptionnelles, elles aussi définies dans la Constitution. Répondant à votre question précise de savoir si, lorsqu'il y a mort d'homme, des personnes indexées pourraient se retrouver en liberté dans ces circonstances-là, je ne peux pas vous donner une réponse globale parce que chaque cas est un cas d'espèce et c'est dans l'espèce que vous trouvez des réponses, mais vous n'avez pas de réponse générale. Toujours est-il que si on mettait les affaires face à face, d'une part, il y a mort d'homme et il y a une plainte avec constitution de partie civile, mais les personnes sont libérées. D'autre part, il y a une plainte avec constitution de partie civile, non pas parce qu'il y a mort d'homme, mais parce qu'il y a eu supposément atteinte à l'honneur des magistrats. Donc, dans les faits reprochés à M. Makita, on parle de la diffamation des institutions, on parle également de la dénonciation calomnieuse et de l'outrage à magistrat. Donc, ces trois infractions ne sont pas équivalentes à la mort d'homme. Lui, on lui reproche ça, il est privé de liberté depuis plus de 7 mois. Aux autres, il leur était reproché la mort d'homme, mais ils sont libres. Donc, si on faisait le parallèle, ce serait celui-là pour répondre à votre question. Mais encore une fois, je ne peux pas vous dire dans quelles circonstances la justice a eu à se prononcer dans le sens de ces libertés-là. Oui, mais j'ai lu évidemment une décision de la justice aussi, je crois, de Dolisie, où il est mentionné que Fred Makita aurait été condamné dans une autre affaire. Et quand j'ai appelé sa famille, on s'est entretenu, il a été démontré que Fred Makita n'a jamais été, et en aucun cas, condamné par un quelconque tribunal. Et il parle même d'une certaine instrumentalisation de son affaire. Et c'est là que je voulais comprendre, parce que tout à l'heure, d'ailleurs, d'entrée de jeu, je vous posais la question s'il y avait encore une raison qui pouvait expliquer qu'on continue à le maintenir en prison, malgré la demande évidemment répétée d'ailleurs de liberté provisoire. Il est toujours détenu jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une raison
qu'il continue à être détenu malgré ces demandes formulées par ses avocats et un dossier pour lequel lui-même aussi il a pris connaissance parce qu'après, il a même tenté de demander qu'on retire cette pièce parce qu'il ne se reconnaissait pas dans ce qui avait été écrit comme quoi il aurait été condamné dans une autre affaire. Est-ce qu'on peut parler J'ai lu, d'une instrumentalisation? je ne saurais vous le dire, j'ai lu qu'il est mentionné dans les décisions rendues à Ouesso, les deux décisions rendues à Ouesso, il est mentionné qu'il aurait été précédemment condamné. Et je ne sais pas si c'est une erreur matérielle, mais je ne peux pas affirmer si c'est le cas ou s'il avait effectivement été condamné. Cependant, en ce qui concerne les décisions qui ont été rendues à Ouesso, parce qu'encore une fois, l'affaire a été délocalisée de Dolisie pour Ouesso. Et pourquoi je vous parle de l'honneur des magistrats? Parce que dans les décisions de Ouesso, en particulier la décision du tribunal de grande instance de Ouesso, donc la chambre correctionnelle, en parcourant ce document intelligible par ailleurs, j'ai admiré l'effort du magistrat de rendre l'affaire compréhensible. Quand vous lisez la décision, vous comprenez le déroulement des faits, le raisonnement du magistrat et ce qui fait qu'il arrive aux conclusions auxquelles il arrive. Mais au-delà de cette admiration pour la clarté du propos du tribunal, j'ai quand même deux points de divergence avec la décision qui avait été rendue. Je vais venir sur ces deux points, mais d'abord, je voudrais vous dire qu'en rappelant l'effort que font les magistrats à exercer leurs fonctions en se soumettant à l'autorité de la loi, il y a dans cette décision deux choses remarquables. La première chose, c'est que le tribunal de grande instance de Ouesso déclare la plainte déposée par le président de la cour d'appel de Dolisie irrecevable. Ce n'est pas rien, M. Perrin. C'est le tribunal de Ouesso qui dit que la plainte qui a été déposée par le président de la cour d'appel de Dolisie est irrecevable. Donc c'est un point de victoire pour M. Makita. Le deuxième élément, c'est que la magistrate mise en cause, celle qui s'est plainte pour une dénonciation calomnieuse, elle se présente devant le tribunal en disant que l'affaire a été classée sans suite. Le tribunal dit non, l'affaire n'a pas été classée sans suite. Donc ici, vous avez des magistrats qui font l'effort de suivre la loi et de l'appliquer à la lettre. Donc, et pourquoi vous insistez sur faire l'effort, comme si ce qu'il faisait n'était pas normal et que les règles de droit ne seraient pas parce que je vous ai mentionné le contexte de la justice congolaise. Vous connaissez mon point de vue sur le fonctionnement de l'État au Congo de façon générale. C'est un régime arrivé par les armes. Et ça, je vous dirais, je ne vous ferai pas les confidences de quelques magistrats avec lesquels j'ai pu avoir des discussions longtemps dans le passé. Mais il n'est pas facile pour les magistrats dans les circonstances d'un régime condamné, parce que c'est un régime qui est condamné. Un régime qui vient par la force est un régime qui est condamné. Et dans ces circonstances-là, il fera de son mieux pour se maintenir par tous les moyens nécessaires. Et personne dans ce contexte-là n'est à l'abri, y compris les magistrats. Monsieur Perrin, souvenez-vous, il y a eu au Congo le procès du colonel Ntchourou. Dans le premier procès du colonel Ntchourou, le président de la cour d'appel à l'époque, qui préside la cour criminelle, c'est M. Bailly. Le procureur général près la cour d'appel, c'est M. Moukala Moukoko. Que dit M. Moukala Moukoko? C'est là l'effort des magistrats dont je vous parle.
c'est invisible aux yeux du grand public. Mais nous, les professionnels, nous voyons ce que font les magistrats, nous voyons le combat qui est le leur dans le cadre du droit. Bien sûr que tout le monde n'est pas dans cet élan, mais il y en a qui font l'effort de sauver ce qu'ils peuvent dans un cadre républicain. Donc, M. Mukala Mukoko arrive à la barre en tant que procureur général. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit le dossier du colonel Ntchourou est vide. Ce dossier d'accusation est vide. Je n'ai pas de preuves contre l'accusé. Et il renvoie la balle au tribunal. Il dit, je demande à la Cour d'appliquer la loi. Le président Bailly, de son côté, qu'est-ce qu'il fait? Le procureur a dit que le dossier est vide, il demande d'appliquer la loi. Quand le dossier est vide, si on applique la loi, l'individu doit retourner chez lui. Mais dans l'entretemps, quand vous avez un régime qui est arrivé monté sur les chars, vous avez des commandes politiques dans ce genre de procès. Et le cas Ntchourou, on sait comment ça s'est terminé. Donc, il devrait y avoir des commandes politiques. Le président Bailly, qui préside la Cour, condamne le colonel Ntchourou à 5 ans de prison avec sursis. Donc, il ne devrait pas aller en prison, il devrait rentrer chez lui. Et effectivement, le colonel Ntchourou est rentré chez lui. Vous connaissez la suite de cette affaire? Le président Bailly et le procureur général Mukala Mukoko ont été radiés de la magistrature. Un conseil supérieur de la magistrature exprès a été convoqué et les deux ont été radiés de la magistrature. C'est pour ça que je vous dis, il faut tenir compte des circonstances dans lesquelles travaillent les magistrats au Congo aujourd'hui. Ce n'est pas de gaieté de cœur, les gens ne vont pas faire plusieurs années de faculté de droit, l'école de magistrature, les stages, tout ce qu'ils font, dans le but de venir faire le contraire de ce qu'ils ont appris. C'est un peu comme si on vous disait des gens vont à l'école de médecine pour aller tuer des gens. C'est pas ça ce qu'on fait. C'est pas l'intention pour celui qui entre en faculté de médecine. Donc, pour les juristes, c'est exactement la même chose. Les magistrats congolais, leur démarche initiale n'est pas de pervertir la loi, mais de l'appliquer. Alors, quand je vois un tribunal de grande instance de Ouesso qui fait l'effort d'expliquer les choses telles qu'elles sont. Et je vous ai dit, j'ai des points de divergence avec ce tribunal. Mais je dois être honnête de dire qu'il y a un travail de magistrat qui a été fait et l'effort d'expliquer que malgré qu'il s'agit du président d'une cour d'appel, mais qui n'agit pas en son nom propre, qui agit au nom de toute la cour d'appel. Lui, il dit il ne pouvait pas se présenter au nom de toute la cour d'appel sans avoir reçu mandat de l'Assemblée générale de la cour d'appel. Donc, sa plainte est irrecevable. C'est un effort louable dans le contexte dans lequel le Congo se trouve. Quand sa collègue de Dolisie, magistrate, leur collègue, parce que c'est un tribunal collégial, quand leur collègue se présente en disant il y a eu dénonciation calomnieuse contre moi de la part de ce citoyen. L'affaire a été classée, donc il y a eu dénonciation calomnieuse. Ses collègues lui disent l'affaire n'a pas été classée. L'instruction suit son cours parce que l'inspection générale, à date, ne s'est pas encore prononcée. Parce que la procédure, c'est quoi? Et là aussi, c'est un élément à mettre en exergue. La procédure est que lorsque l'inspection générale a fini son travail d'investigation, elle rédige un rapport à l'attention du ministre de la Justice. Mais avant de communiquer le rapport au ministre de la Justice, elle le communique au magistrat concerné qui a 8 jours pour présenter ses observations. Donc, tant que le magistrat n'a pas encore reçu ce rapport, le magistrat ne peut pas prétendre que l'affaire est classée. Or, ici, on a une magistrate qui prétendait que c'était classé et ses collègues lui ont dit que ce n'est pas classé, l'instruction suit son cours. Cependant aussi, un élément important, c'est que le procureur de la République, au cours de cette audience, va soutenir
lui aussi, que l'affaire était classée. Et il va dire qu'il est dans les usages administratifs que l'inspection générale ne puisse pas se prononcer par écrit. Ce qui fait que eux, magistrats, considèrent qu'en l'absence d'écrit, l'affaire a été classée. Le procureur de la République aussi a été désavoué par le tribunal. Donc ici, quand je vous parle de l'effort des magistrats, c'est à cela que je me réfère et insistant sur l'inspection, cette affaire envoie un message à l'inspection générale des juridictions et des services judiciaires pour leur dire que lorsque vous êtes dans une investigation, lorsque vous mettez beaucoup de temps à vous prononcer, les magistrats pensent que l'affaire est classée. Parce qu'ici, vous avez 2 magistrats qui l'ont déclaré devant un tribunal. Donc, l'inspection devrait, de son côté, regarder par rapport à la simplicité ou la complexité de certaines affaires, la nécessité de se prononcer conformément à la loi, donc de faire le rapport qui soit blanchi le magistrat ou encore le met en cause, mais on ne peut pas laisser les enquêtes éternellement ouvertes alors qu'il y a des personnes qui pourraient en souffrir. Alors maintenant, je pourrais aborder les 2 points de divergence que j'ai avec le tribunal de Oui, mais avant décision. d'aborder les 2 points, est-ce que par rapport au dossier que vous avez pris connaissance, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le tribunal de Ouesso s'est déclaré incompétent? C'est la chambre d'accusation de Ouesso qui s'est déclarée incompétente. Mais ça, c'est la suite de la démarche. Il faudrait d'abord s'arrêter à la décision. Ce sont là les points de divergence que j'ai avec la décision qui a été rendue. Le tribunal dit qu'il y a une affaire, il y a une question préjudicielle parce que le tribunal a déclaré irrecevable la plainte sur l'un des chefs d'accusation. Sur l'autre aspect, le tribunal dit qu'il ne peut pas juger parce que l'inspection n'a pas encore arrêté ses travaux. Donc, ils vont attendre l'arrêt des travaux de l'inspection pour pouvoir se prononcer. Alors, c'est là que apparaît le problème. D'abord, c'est une affaire qui pourrait aboutir éventuellement, je ne dis pas nécessairement, mais éventuellement à des poursuites disciplinaires. Or, en la matière, la prescription est de 10 ans. Donc, si jusqu'à 10 ans, il n'y a pas de poursuite, à ce moment, on pourra parler du classement sans suite. Or, si un tribunal dit « j'attends que l'inspection puisse se prononcer », et le procureur vous dit qu'il est dans les habitudes de l'inspection de ne pas se prononcer par écrit. Ça veut dire que si pendant 10 ans l'inspection ne dit rien, M. Makita va rester en détention et le procès n'aura jamais lieu. Ça, c'est le premier élément. Et c'est un élément malencontreux. Le deuxième... Oui, mais en attendant la fin de ces inspections-là, est-ce que on ne pouvait pas, évidemment, libérer Jonas Fred Makita, d'autant plus qu'on connaît bien son adresse, il est marié, il a des enfants, il a un emploi, c'est un fonctionnaire de l'État. Mais c'est ça la deuxième partie de mon raisonnement. La deuxième partie de mon raisonnement, c'est que concernant ce que je vous ai dit sur l'attente des travaux de l'inspection, je ne partage pas cette opinion du tribunal. Simplement parce qu'il n'y avait pas question préjudicielle. Parce que le tribunal, en se prononçant ainsi, inverse l'ordre des valeurs dans le système judiciaire. D'ordinaire, c'est le pénal qui tient le civil en l'état. Et lorsqu'on dit le civil, ça englobe l'administratif, le commercial et tout le reste. C'est le pénal qui les tient en l'état. Donc la justice pénale n'attend pas, mais elle peut faire attendre toutes les autres justices. Or, ici, il n'y a pas une autre juridiction qui est saisie. Mais même s'il y avait une autre juridiction qui était saisie, le tribunal pénal allait quand même se prononcer parce que les pouvoirs d'investigation du juge pénal
surpasse les pouvoirs de tous les autres juges et de tous les organismes de la société. Il n'y a personne dans la société qui a autant de pouvoir d'investigation que le juge pénal. Donc, dans cette affaire, le juge pénal ne peut pas attendre l'inspection. L'inspection n'a pas la moitié des pouvoirs d'investigation du juge pénal. En l'occurrence, le juge pénal pouvait se prononcer, il a les moyens de vérifier si effectivement il y a eu dénonciation calomnieuse ou pas. Les 3 éléments à vérifier dans le cadre de cette infraction, le juge a les moyens nécessaires pour faire la vérification. Il n'y avait donc pas question préjudicielle. Il ne pouvait y avoir de question préjudicielle, et c'est le sens du dernier alinéa de l'article 373 du Code pénal évoqué par le tribunal. Son sens est que lorsqu'il y a d'autres poursuites, c'est ce que le tribunal écrit dans son jugement, lorsque les faits concernant la dénonciation calomnieuse font l'objet de poursuites pendantes, le tribunal saisit sur soi à statuer. Mais là, il s'agit d'autres poursuites pénales. Il faudrait qu'il y ait un autre tribunal pénal qui ait été saisi et que, étant saisi des faits relatifs à la dénonciation calomnieuse, tant que ce tribunal pénal ne s'est pas prononcé, le tribunal qui est saisi de la dénonciation calomnieuse ne se prononce pas parce qu'il attend le jugement de l'autre côté. Or, ici, il n'y a aucun autre tribunal pénal ou juridiction pénale qui est saisi, c'est un service administratif. Et il faut le préciser, l'inspection au regard de la loi est un organe technique qui assiste le ministre. Ce n'est qu'un organe technique, avec beaucoup de pouvoirs, certes, mais c'est un organe technique. Et un organe technique, un organe administratif technique, ne peut pas faire attendre une juridiction pénale. Donc, dans la matière, le tribunal aurait dû faire son procès, juger l'affaire telle qu'elle se présentait. Mon deuxième point de divergence avec ce tribunal, c'est qu'il y a eu omission de se prononcer sur la liberté ou la détention de M. Makita. Donc, il est devant le juge, dans une affaire pénale, il vient d'une maison d'arrêt. À la fin de l'audience, que le procès ait eu lieu ou pas, à la fin de l'audience, le juge doit dire si ce citoyen rentre chez lui ou retourne à la maison d'arrêt. Or, ici, le tribunal n'a rien dit. Et le tribunal n'ayant rien dit, on ne sait pas qu'est-ce que les agents de police ont compris dans le silence du tribunal. Ils ont ramené M. Makita à la maison d'arrêt. Alors que la maison d'arrêt, ce n'est pas l'église. On y entre sur titre, on en sort sur titre. Il n'avait aucun titre pour ramener M. Makita à la maison d'arrêt. Et donc, ici, la question qui est blessante pour la conscience, c'est qu'il y a un citoyen dans une maison d'arrêt sans aucun titre. Rien ne justifie sa présence à la maison d'arrêt aujourd'hui. Et le procureur de la République, puisqu'il n'est pas seulement chargé d'engager les poursuites, le mot le dit, il est procureur de la République. Donc, il procure. Mais il procure quoi aux citoyens? Le maintien de l'ordre républicain. C'est pour ça qu'il n'est plus procureur du roi. À l'époque, c'était comme ça en France. On parlait du procureur du roi. Mais ensuite, lorsque la République a été créée, le procureur du roi est devenu le procureur de la République. Donc, les valeurs de la République sont fondamentales et sacrées pour ce procureur. Or, c'est quoi les valeurs de la République? C'est que toute personne doit être libre et une personne ne peut être privée de liberté que dans les circonstances prévues par la loi. Et la loi prévoit qu'on ne peut être dans une maison d'arrêt que sur titre. À défaut de titre, on ne peut pas y être. Et c'est l'office
du procureur de la République de garantir cet ordre public républicain. C'est à lui de prendre la décision d'office de sortir M. Makita de cet endroit parce que le procureur de la République, c'est le procureur de chacun des citoyens. C'est l'avocat de chacun des citoyens. Et c'est lui qui doit aujourd'hui être le porte-parole de M. Makita, qui doit être le représentant des droits garantis par la loi au bénéfice de M. Makita. Donc, je vous disais, cette omission est une omission qui est grave et vous avez parlé de l'incompétence. L'incompétence, c'est plutôt la chambre d'accusation qui s'est prononcée incompétente à traiter de la libération de M. Makita. Donc, d'abord, je vous rappelle, M. Makita est détenu dans le cadre d'une omission de statuer. L'affaire est portée devant la chambre d'accusation. La chambre d'accusation décline sa compétence en s'appuyant sur une disposition du Code de procédure qui dit que lorsqu'une juridiction est saisie, c'est la juridiction qui doit se prononcer en la matière, mais il y a aussi une autre disposition du même Code de procédure, donc l'article 187 du Code de procédure pénale du Congo, qui dit que la chambre d'accusation se prononce en matière de liberté dans tous les cas. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception. En s'appuyant sur cet article, la chambre d'accusation aurait très bien pu se prononcer sur la libération ou non de M. Makita. Donc, ce qui est grave dans son cas, c'est que d'une part, il y a un tribunal qui omet de statuer sur sa liberté. Il est ramené à la maison d'arrêt sans aucun titre. Il y est maintenu sans aucun titre. La chambre d'accusation en est informée et la chambre d'accusation dit « je ne peux pas me prononcer sur le cas » alors que la loi dit qu'elle peut se prononcer dans tous les cas. Et c'est là, je pense, qu'il y a la gravité dans cette situation. Oui, mais est-ce que dans le cas d'espèce, puisque vous dites que Fred Makita est détenu par omission de statuer, c'est-à-dire c'est sans titre qu'on l'a ramené d'ailleurs à la maison d'arrêt, est-ce qu'il y a une manière de rattraper la situation et qui peut le faire? J'ai parlé de l'office du procureur de la République parce que vous avez dans les mécanismes légaux le mécanisme qu'on appelle l'office. Donc, quand une autorité agit d'office, elle n'a pas besoin que quelqu'un puisse lui demander, c'est dans ses attributions de procéder. Donc, c'est ce que j'ai évoqué. Maintenant, pour tout le reste qu'il y a à faire, j'ai un confrère qui est l'avocat de M. Makita. Je ne peux donc pas me substituer à lui sur la place publique et donner des conseils ou dire qu'est-ce qui pourrait être fait. Il faudrait faire confiance à ce confrère. Merci, maître Charles-Anissé Poitiamar. Nous avons aussi le cas de maître Bob Kaben Masuka, avocat au barreau de Brazzaville, incarcéré, vous le savez, voici plus d'un an. C'était le 9 juillet 2025 par la centrale d'intelligence et de la documentation et poursuivi pour tentative d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et association de malfaiteurs le 22 juillet 2025 par le procureur de la République André Oko-Ngakala. Son cas avait été présenté, ça tout le monde le sait, comme un cas de flagrant délit. C'est quoi d'abord le flagrant délit et dans le cas par exemple de Bob Kaben Masuka et pourquoi lors de la récente session criminelle son cas n'a pas été enrôlé? La dernière question, je ne pense pas que je puisse en avoir la réponse. Je répondrai à la première, mais si vous permettez, dans l'affaire Makita, je ne voudrais pas terminer sans mentionner le risque qui existe aujourd'hui de vider l'inspection générale des juridictions et des services judiciaires de leurs fonctions et de leur autorité.
cette institution avait été créée dans le but de garantir le bon fonctionnement des juridictions et des services. C'est une institution qui n'existait pas auparavant. Elle avait été créée parce qu'on avait observé des dysfonctionnements. Il fallait créer une sorte de gendarme des magistrats. Mais si désormais toute personne qui se plaint auprès de l'inspection du fonctionnement de la justice se trouve dans ce qui est arrivé à M. Makita, ça veut dire que, ayant saisi l'inspection, par la suite, vous avez les magistrats de la place qui vont procéder comme ça s'est passé dans son cas. Donc, il y a eu mandat d'amener. Il est pris à Pointe-Noire, déporté à Doulizy, et à sa demande, il se trouve aujourd'hui à Ouesso. Bien entendu, je ne mets pas les autres infractions ajoutées. Mais là, l'infraction centrale, l'une des infractions, c'est qu'il y a eu dénonciation calomnieuse. Dénonciation calomnieuse auprès de qui? Auprès de l'inspection. Qu'est-ce que cela enverrait comme message aux citoyens si cette affaire n'est pas réglée conformément à la loi? Les citoyens se diront, il ne faut pas se plaindre des magistrats, il faut laisser les choses se passer comme elles se passent, parce que si vous vous plaignez, le magistrat va déposer une plainte auprès d'un collègue en parlant de dénonciation calomnieuse, et le collègue va émettre un mandat de dépôt ou un mandat d'amener, et les choses pourraient se passer comme ça se passe pour M. Makita. On irait vers des représailles judiciaires, et ça, c'est grave pour le fonctionnement de l'État et le fonctionnement de l'inspection. Qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là? Si les citoyens sont timorés à dénoncer les dysfonctionnements qu'ils pensent se dérouler dans les services de l'État, s'ils sont timorés à le faire, l'inspection ne recevra plus de dénonciation. Et on aura de hauts magistrats, parce qu'à l'inspection, ce sont les magistrats les plus expérimentés qui s'y trouvent, d'anciens présidents de Cour suprême, d'anciens procureurs généraux, ainsi de suite. Et donc, vous aurez des magistrats hautement payés, mais à rien faire parce qu'ils ne recevront plus de dossiers. Et si on va plus loin dans cette logique, le système judiciaire va se dégrader encore de plus belle. Alors que l'inspection, depuis qu'elle a été créée, vous ne pouvez pas imaginer comment elle a mis de l'ordre dans le fonctionnement de la justice. Le Congo a besoin de cette inspection. Il peut y avoir quelques éléments peut-être pas adroits que l'on puisse dire sur l'inspection, quand par exemple le procureur dit devant le tribunal que l'inspection n'écrit pas, ne rend pas de rapport, mais n'empêche que tous les magistrats, lorsqu'ils entendent parler de l'inspection, ils se mettent au garde à vous. Les citoyens doivent savoir qu'il y a l'inspection qui existe, c'est le gendarme des magistrats, et qu'ils ont la possibilité de recourir à ce gendarme sans rien craindre. Et donc, cette affaire de M. Makita, son importance gît à ce niveau-là. Qu'est-ce que l'inspection fait du cas de M. Makita? M. Makita vous a saisi, et parce qu'il vous a saisi, on dit qu'il y a dénonciation calomnieuse, et ça fait 7 mois qu'il est en détention. A-t-il eu tort de porter à la connaissance de l'inspection des dysfonctionnements qui existeraient quelque part? Parce qu'il faut encore rappeler que M. Makita le dit, l'inspection l'a reçu à 3 reprises et les a confrontés avec la magistrate. S'il n'y avait rien de sérieux, l'inspection n'aurait pas mis tout le temps qu'elle est en train de mettre à travailler sur ce dossier. Donc, vous comprenez bien que nous avons là une institution d'importance dans le pays. Il faut protéger le fonctionnement de cette institution, mais cette institution elle-même, au regard de ce qui est en train de se passer dans l'affaire de M. Makita, devrait pouvoir prendre
des dispositions éventuelles, puisqu'elle est l'organe technique qui assiste le ministre, donc amener le ministre à prendre des dispositions qui garantissent la sécurité des citoyens lorsqu'ils saisissent l'inspection. Évidemment, on n'encourage pas les dénonciations calomnieuses, mais le recours à l'institution doit rester ouvert. Parlons de M. Masuka, sauf si vous avez une autre question, j'allais Non, répondre à non, on passe au cas de maître Bob Kaven Masuka. Il nous reste à peine 10 minutes, c'est ça le problème en fait. Et voilà, détenu depuis, je l'ai dit tout à l'heure, voici plus d'un an. Et on nous a parlé d'un cas de flagrant délit. Et voilà pourquoi je voulais d'abord savoir avec vous, dans le cas par exemple de Bob Kaben Masuka, le cas de flagrant délit. Qu'est-ce que cela le veut vouloir dire? flagrant délit, sans vous restituer les termes exacts de la loi, c'est lorsque vous êtes pris, pour emprunter une expression courante, la main dans le La sac. main dans le sac. Donc, Et dans le cas de Bob Kaben Masuka, par exemple. dans son cas, il y a eu une contradiction parce que, d'une part, on procède à son arrestation à son cabinet. Donc, après une journée de travail, Maître Masuka sort de son cabinet et c'est là qu'on vient le prendre pour dire qu'on l'a pris en train d'atteindre à la sûreté de l'État. Donc, c'est ça l'incohérence de ce dossier. Comme il y a des incohérences qu'on a observées dans beaucoup d'autres dossiers, je vous ai souvent parlé du cas Okombi Salissa, qui a été condamné pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, mais vous n'avez pas les paramètres de l'infraction, les paramètres de temps et d'espace. Une infraction est commise à un endroit déterminé, à un moment déterminé. L'attentat contre Marien Ngouabi, quand on demande à n'importe quel Congolais, on vous dit c'était le 18 mars. L'attentat du mouvement appelé les M22, on vous dit que c'était le 22 février 1972. Donc, vous avez des dates et il existe des lieux. Dans l'infraction reprochée à M. Okombi Salissa, pour laquelle il va bientôt faire 10 ans en prison, il a été condamné pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Personne ne peut vous donner la date, le jour où il a commis cet acte-là, et personne ne peut vous donner le lieu où l'acte a été posé. Donc, vous avez des incohérences de ce genre. Et dans son cas, toujours, le maximum de l'incohérence, c'est qu'on dit atteinte. Ça veut dire qu'il a atteint son but, il a renversé les institutions. Mais celui qu'il est supposé avoir renversé est celui qui a nommé ceux qui l'ont envoyé en prison. Et donc, le cas de mon confrère, cette incohérence-là, moi, je l'alignerais dans le cadre de la démarche d'un régime autoritaire à l'endroit des avocats en général. Je vous ai parlé des magistrats. Göring disait en son temps, avec les nazis, si nous voulons régner, il faudrait tuer, il faudrait fusiller, il avait dit, tous ceux qui connaissent la loi. Parce que c'est eux qui vont nous empêcher de faire tout ce que nous voulons faire. Et Louis-Philippe aussi, en son temps, quand on lui disait qu'il allait vers l'absolutisme, il disait non, si je voulais régner en maître, je commencerais par prendre tous les avocats. Et tous les régimes autoritaires, et a fortiori les régimes totalitaires, vont toujours avoir ceux qui connaissent la loi pour cible. Et il faut les intimider. Maître Masuka, à mon sens, lorsque vous allez prendre quelqu'un au sortir de son cabinet pour dire qu'il a commis une atteinte à la sûreté intérieure de l'État, donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait et puis il est allé travailler et il sortait pour rentrer chez lui tranquillement. Or, l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État se commet dans le but de remplacer les institutions. Lui, il a essayé de le faire et il est allé travailler au cabinet pour rentrer à la maison. Donc, c'est une incohérence. À travers lui, c'est la communauté nationale des avocats qui est visée. Il faudrait les intimider de la même façon que une guérilla est menée contre les magistrats, contre les avocats, contre ceux qui connaissent la loi, qui, eux,
représente une menace pour ceux qui règnent par les armes. Oui, mais qu'est-ce qui peut expliquer la rétractation, j'allais dire, du barreau de Brazzaville auquel il faisait partie? C'est le silence total depuis qu'il a été présenté devant, disons, le procureur de la République. Est-ce que c'est la peur ou c'est quand même un avocat en exercice qui avait été pris? D'abord, je vous ai mentionné le fait que, à travers lui, on visait de façon plus large les avocats pour laisser gouverner tranquillement, pour laisser régner tranquillement. Maintenant, de façon spécifique concernant l'attitude de mes confrères, d'abord, il y a eu une levée de bouclier à la fois du barreau de Brazzaville auquel il appartient et du barreau de Pointe-Noire en solidarité, après les éléments qu'ils ont eus dans le dossier ou dans les contacts avec les autorités qui peuvent expliquer l'attitude actuelle, je ne saurais les commenter parce que je n'ai pas ces informations-là. Mais il s'agit des gens qui connaissent la loi et qui savent ce qu'ils font. Merci, maître. On va terminer par ces déclarations des ministres Pierre Mabiala et Jean Olesongo Ondaye. Pour Pierre Mabiala, c'est une série de mesures qui a été prononcée, destinée à assainir, dit-il, l'administration publique congolaise, lutter contre les comportements déviants et instaurer une culture fondée sur la discipline, l'éthique et le mérite. Vous l'avez probablement suivi. Vous avez certainement un commentaire à apporter là-dessus. Très, très succinct. D'abord, je rappellerai qu'il faut mettre au mérite du ministre Mabiala d'avoir organisé le régime foncier au Congo, qui n'existait pas avant. Et dans ce cas-là, il avait, puisqu'il avait quitté les fonctions et qu'il est revenu par la suite, il avait fait une réforme dans le domaine parce qu'il a changé la règle de droit en matière de publicité foncière. Concernant la fonction publique, je ne pense pas que l'un quelconque des ministres soit capable de changer quoi que ce soit de fondamental dans le pays, parce que c'est un régime, c'est un système. Et en ce qui concerne la fonction publique en elle-même, nous avons le même régime que celui de la France. La fonction publique, il suffit d'appliquer les règles à la lettre. Si vous les appliquez à la lettre, vous avez le même résultat que la fonction publique française. Parce que c'est comme si vous avez le même téléphone et vous n'avez pas les mêmes résultats dans l'utilisation, c'est qu'il y a des choses qu'on ne fait pas correctement. Et la fonction publique congolaise, c'est ça. Il est question d'appliquer la règle de droit. Mais ce n'est pas ça l'élément le plus important pour moi. Le plus important, c'est que en essayant de réparer, de faire fonctionner correctement la fonction publique, ce qu'on essaie de réparer, c'est comme si vous avez un quartier tout entier détruit et il ne reste plus qu'une seule maison habitable et on essaie d'arranger cette maison-là sans essayer de construire ou de reconstruire les autres maisons. Et tout le monde vient, tous ceux qui vivaient dans les autres maisons cherchent à vivre dans cette maison. Donc la fonction publique, ce que je veux dire par là, c'est que la fonction publique, elle existe à côté ou dans le cadre du marché du travail en général, donc à côté du secteur privé. Or, nous sommes dans un système tenu par les anciens marxistes, donc qui ne raisonne qu'en fonction de fonctions publiques, du travail, de l'emploi public. La création des emplois privés est une chose qui leur échappe totalement. Donc, nous avons un système d'ensemble où le marché a été détruit, le marché du travail a été détruit, les conditions de création des emplois dans le secteur privé ne sont pas permissives et on parle de la fonction publique comme une solution à l'emploi, alors que la fonction publique, c'est là où les gens
ont les emplois les moins bien rémunérés, ils n'ont pas les mêmes conditions de travail que dans le privé. Et nous sommes devenus un pays dans lequel les gens sont en train de se ruer vers ce qu'il y a de pire en matière d'emploi. C'est un peu comme si vous avez des gens qui font la course pour aller en enfer. Parce que vous prenez des sociétés qui fonctionnent normalement, vous verrez que les gens vont vers le privé. Regardez les hauts fonctionnaires français. Combien de hauts fonctionnaires français quittent la fonction publique chaque année pour aller dans le privé? Mais combien on a qui quittent le secteur privé pour aller dans la fonction publique? Ça n'existe presque pas. Et ici, nous avons un phénomène où la chose qui est la pire en matière d'emploi dans une société est la plus attirante dans notre société. Les gens sont morts à Ornano pour devenir fonctionnaires. Et aujourd'hui, les gens se bousculent pour devenir fonctionnaires. C'est parce que les anciens marxistes aux commandes ont détruit la société, ont détruit le marché et au nom des patriotes, je vous ai toujours dit que c'est une priorité pour nous de restaurer l'idéologie libérale, la pensée libérale et les mécanismes de marché, parce que ce sont les meilleurs moyens d'allocation des ressources dans la société. Donc, plutôt que de parler de fonction publique, on devrait parler des conditions de création des emplois privés qui sont mieux rémunérés et où les gens ont de meilleures conditions de travail. Voilà, et de son côté, Jean-Olé Songo Ondai, donc le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, a dénoncé la vente des actes d'état civil dans les mairies, dans les districts, dans les préfectures, en sorte, comme il a su le conclure d'ailleurs, la nationalité congolaise est vendue dans la rue. C'est quelque chose que tout le monde savait déjà. Bon, après, lui, il vient le dire tout haut devant le Sénat. Quelle analyse faites-vous de cet aspect de déclaration? Que c'est toujours profitable à la République que ces ministres s'expriment. Donc, d'abord, vous avez mentionné le ministre Mabiala, qui, en nous disant les solutions qu'il compte apporter, nous a aussi dit tous les problèmes qu'ils ont créés. Là, vous en avez un autre, celui de l'Intérieur, qui lui aussi, en parlant des solutions, nous dit tous les problèmes qu'ils ont créés. Parce que tous ces problèmes-là n'existaient pas avant que ce régime-là n'existe. Donc, chacun d'eux vient nous parler de tous les problèmes. En fait, ils font mieux que l'opposition congolaise. Quand vous entendez le ministre de la coopération vous parler du climat des affaires au Congo, pourquoi la coopération n'a pas fonctionné pendant 5 ans, il a fait le tour du monde, personne ne trouve de motif à venir investir au Congo. C'est un pays en insécurité. Le climat des affaires n'est pas favorable. Et je vous dis souvent que le président de la République au sommet de l'État est un repoussoir pour les investisseurs. Toute personne qui sait comment ce régime existe, il est arrivé par la force, existe par la violence, et on l'a encore vu récemment avec l'affaire des Koulouna, vous n'avez personne qui vient investir dans un pays instable et insécure. Personne ne le fera. C'est pour ça que depuis l'avènement de ce régime en 1997, vous n'avez aucun investisseur sérieux qui a placé $1 million au Congo. Il n'y en a pas. Et toutes les fois que les ministres s'expriment, on a entendu le ministre de l'économie et des finances qui disait qu'il n'y avait plus de capacité de financement de l'avenir. Mais avant lui, le président de la République lui-même l'avait dit en 2023 que la capacité de financement de l'État avait perdu 87% des points. Donc au Congo, en 2023, il ne lui restait plus que 13% de capacité de financement. Et le ministre de l'économie est venu nous dire que les 13% en question, ça n'existe plus. Et vous ferez la liste de tous les ministres qui s'expriment. Ils font mieux que l'opposition en présentant les problèmes qu'ils ont créés. Et évidemment, je vous parlerai d'Albert Einstein qui disait que celui qui crée le problème ne peut pas être celui qui le résout. Dans l'équation d'Einstein, il dit si on crée le problème à ce niveau d'intelligence, il faut un niveau d'intelligence supérieur pour le résoudre.
Comme quoi, ceux qui sont là n'ont pas ce niveau d'intelligence pour résoudre les problèmes, donc ils ne pourront rien faire, c'est ça. Ben, je retire ma dernière phrase si elle prête à injure. Merci. Alors, on va terminer par cette question. Dans quelques heures, s'il faut le dire comme ça, le Congo va célébrer son 66e anniversaire de l'indépendance, donc le 15 août 2026. Or, lorsqu'on essaie d'observer sur place la situation sociale au Congo-Brazzaville, tout le monde est informé, tout le monde sait ce qui se passe déjà là, pendant que nous réalisons cette émission. Tous les hôpitaux sont fermés. Ils sont en grève, les enseignants vont boiter le pas avec tout ce que l'on sait. En fait, les services sociaux de base n'existent quasiment pas. Vous avez un problème d'accès à l'eau potable, l'électricité. Ben, les retraités qui n'ont pas leur pension, les étudiants non plus n'ont pas leur bourse. Quelle analyse vous inspire cette célébration? D'abord, la désolation. C'est une désolation, mais qui rappelle ce que j'ai dit plus d'une fois sur votre plateau. Il n'y a plus d'État au Congo. Il ne reste que des apparences d'État. Et les gens n'acceptent pas cette triste réalité que nous vivons depuis plus d'une décennie maintenant avec une façade institutionnelle. Ce qui fait un État n'existe plus. Monsieur Perrin, tout ce que vous venez d'égrener, c'est une liste de services publics qui sont interrompus. L'État n'existe que par le service public. Là où il n'y a pas de service public, il n'y a pas d'État. Or, quand vous avez un pays entier dans lequel, depuis aujourd'hui, bientôt une quinzaine d'années, la fourniture des prestations de soins de santé est interrompue quasiment tous les 2, 3 mois. Souvenez-vous de la période où l'hôpital central de Brazzaville a fermé pendant plus d'1 an. Le CHU fermé pendant plus d'1 an. Comment vous pouvez penser qu'il y a encore un État? Lorsque vous avez l'argent public qu'on ne garde pas au trésor public, mais qu'on garde dans une banque. Quand un ministre dit que l'orthodoxie financière et les règles de comptabilité publique veulent que les deniers publics soient placés au trésor public, il est relevé de ses fonctions. Et son successeur ne demande pas qu'on ramène les deniers publics au trésor public. De peur qu'il soit viré. Lorsque vous êtes un pays où il n'y a pas de gouvernement, je vous ai dit la dernière fois, ce qui apparaît comme un gouvernement aujourd'hui, c'est l'assemblage du président de la République, de ses enfants, de ses neveux, de ses nièces, de ses gendres, et les amis de ses enfants, les enfants de ses amis. Lorsqu'il se retrouve en conseil des ministres, il est en conseil de famille élargi. Vous n'avez donc pas de gouvernement, vous n'avez pas de conseil des ministres. Où est-ce que vous prenez les décisions d'État? Elles se prennent en conseil des ministres, il n'y a pas de conseil des ministres, c'est un conseil de famille. Et donc, dans ces circonstances-là, qu'on nous parle de la célébration de l'indépendance, une date significative, une date importante qui devrait faire qu'on puisse discuter de cette indépendance-là. Est-ce que aujourd'hui, 66 ans après, nous sommes réellement souverains? Les attributs de la souveraineté, est-ce que nous les avons? À quel degré nous manifestons notre indépendance et notre interdépendance avec les autres puissances? Nous sommes en train de parler d'une époque de l'économie de la connaissance. Quel est le degré de maîtrise de notre souveraineté dans le cadre des moyens de la connaissance, donc les nouvelles technologies? Où en sommes-nous avec les nanotechnologies? Où en sommes-nous avec l'intelligence artificielle? Il y a toute une économie numérique qui existe. Quelle est notre part dans cette économie-là? Quelle est notre part de souveraineté? Notre facture alimentaire, chaque année, ne fait qu'augmenter. Nous sommes à près de 900 milliards aujourd'hui. Ça fait des années que je le dénonce.
quelle est notre part de souveraineté dans ce domaine-là? Quand est-ce que nous devenons véritablement indépendants? Quand ceux qui nous ont dit qu'un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre sont ceux qui augmentent la facture d'importation alimentaire. Bon, tout est dit, il n'y a pas d'État, nous sommes livrés, c'est une communauté d'individus livrés à elles-mêmes, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de destination, on ne va nulle part. On nous a dit, ensemble, continuons la marche. On ne nous a jamais dit vers où. Ensuite, on a dit accélérons la marche, mais on ne dit toujours pas vers où. Et ce qu'on constate, c'est quoi? La locomotive, les freins de la locomotive ont lâché et elle est en perte, elle est en chute libre et on appelle ça l'accélération de la marche. Merci, maître Charles-Alessé Poitiers-Amar, d'avoir encore consacré tout ce temps hein, pour nous répondre. C'était un plaisir de vous avoir encore sur R7. Monsieur Perrin, je vous remercie, mais je voudrais quand même revenir sur ceux qui sont privés de liberté. Fred Makita, naturellement, parce que c'est le plus fraîchement détenu d'entre eux, non, plutôt Ondele Kanga, Vous avez Ghislain Ondele Kanga, oui, oui. Ghislain Ondele Kanga, qui a été détenu dans des circonstances, elles aussi, rocambolesques. Fred Makita, la situation, c'est une situation que je connais par les documents qui me sont parvenus et je vous ai dit ce qu'il en a été. Il a été devant un tribunal qui s'est prononcé sur un certain nombre de choses, mais ne s'est pas prononcé sur sa liberté. Donc, il est en détention sans titre. Et il se trouve que la juridiction qui pouvait se prononcer sur son cas s'est déclarée incompétente. Et il y a des choses qui doivent être faites parce qu'un homme est privé de liberté. Et donc, j'insisterai pour que ce cas soit regardé avec intérêt parce que, je souligne encore une fois, il y va de la crédibilité de l'inspection générale des juridictions et des services judiciaires. Si toutes les fois que quelqu'un saisit l'inspection, il lui arrive ce qui est arrivé à Fred Makita, l'inspection est morte. Et ce n'était pas l'objectif de cette inspection. C'est une chose qui a été créée dans des circonstances particulières. Le créateur de l'inspection doit veiller sur son bon fonctionnement et sur son existence. Et donc, il est important pour vous qui êtes dans la vigie de la presse de ne pas baisser les bras sur le cas de Fred Makita et sur ceux de tous les autres qui sont privés arbitrairement de liberté. On se dit République du Congo, on doit respecter les règles de la République et la liberté doit demeurer le principe, sa privation l'exception. Est-ce qu'on peut espérer que dans son discours, Denis Sassou Nguesso prononce la libération des détenus politiques? Ça fait partie de ses prérogatives de chef d'État. Merci. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez cette émission et dites-nous en commentaire vos opinions. On se dit à très bientôt. Merci.